Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler enfin du chapitre 990 et quel plaisir de vous sortir cette review cette semaine afin de bien reprendre les vidéos. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Ensemble on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Je compte sur vous aussi pour utiliser votre acquis du likement et me montrer votre puissance sans égale. Ah là là! Quel chapitre de folie! Des retournements de situation auxquels on s'attendait, mais pas de cette manière, et surtout que je ne voyais pas arriver maintenant. Le chapitre commence sur Sasaki qui a été libéré de ses chaînes grâce à l'attaque Ikkoku que Big Mom a lancée, une simple attaque qui a détruit l'arbre sur lequel était attaché Sasaki. En effet, il faut rappeler que Denjiro étant tombé sur Sasaki a dû l'attacher à ce qu'ils appellent l'arbre sacré pour pouvoir s'infiltrer par l'arrière du château. Un acte qui a étonné Sasaki ne pensant pas que Kyoshiro le somnolent était en réalité un traître. Mais Sasaki le dit, il ne compte pas laisser cette trahison, pouvant donc nous mettre sur la piste d'un futur combat entre Sasaki et Denjiro. Par contre, Sasaki a échappé de peu à la mort par l'attaque de Big Mom. Sur le toit du dôme d'Onigashima, le combat fait rage. Kaido et les fourreaux rouges ne sont pas encore entrés en combat direct. De leur côté, les guerriers Minx combattent les Numbers et également Jack. Malheureusement, même sous leur forme sous-longue, les Minx ne font pas le poids face à Jack et sa forme Zoan antique de mammouth. Mais alors que Kinemon pense à dégainer son épée, Inuarashi et Nekomamushi l'arrêtent et se transforment dans leur forme sous-longue et se rendent à deux pour combattre Jack la sécheresse. Et donc, en nous montrant le combat des fourreaux rouges sur le toit du dôme, la théorie ou plutôt les envies des fans de ne voir que le résultat de ce combat quand Luffy atteindra le toit du dôme tombe à l'eau. Si Oda nous a montré cette scène, selon moi on aura sûrement d'autres scènes de combat les mettant en avant. Malheureusement, on n'a toujours pas eu droit aux formes sous-longues de Inu et de Neko. On n'a pu voir que leur silhouette, mais même comme ça, autant vous dire qu'ils en imposent. Le chapitre continue alors sous le dôme. On a droit à une petite conversation entre Queen et King qui constatent que Hyogoro le Fleuri et les prisonniers du Don sont présents et se demandent alors s'ils ont menacé Babanuki car rappelons-le, Otama avait utilisé son pouvoir en donnant une boule de dango à Babanuki pour qu'il l'écoute et qu'il mente à Queen sur l'état de la prison d'Udon. On peut aussi ajouter que durant cette conversation, la ressemblance du duo King-Queen avec le duo Zoro-Sanji est de plus en plus mis en avant. Un duo qui se taquine et qui se charrie au point où King dit à Queen qu'il n'a même plus à l'engueuler tellement il est nul de base, signifiant donc que Queen est un incapable et qu'il devait s'en douter. Ça nous fait clairement penser à la relation Zoro et Sanji et pour ma part ça montre qu'il pourrait y avoir un combat entre eux plus tard. Tandis que King décide de contacter les Tobiropo, on aperçoit X-Drake aux côtés de Hawkins, lui disant que s'il doit trahir Kaido, c'est le moment de le faire. Hawkins en rit en pensant certainement qu'il serait fou de trahir Kaido, et ce même si une guerre contre ce dernier a éclaté. Après tout, Hawkins ne se base que sur les probabilités et fait ses choix en rapport avec ses prédictions. Et d'ailleurs, il en a fait une probabilité à 1% qu'un certain homme soit vivant encore demain. X-Drake plaint cet homme bien évidemment, car avoir 1% de chance de survie, c'est à la limite du ridicule et ça relèverait du miracle pour cet homme de réussir à vivre. X-Drake décide de répondre à l'appel de King, ce dernier parle de la situation actuelle. 5000 intrus ont perturbé le banquet face à 30 000 hommes et il appelle ça comme étant leur plus gros échec depuis le début d'Onigashima, prouvant que l'alliance actuelle a fait ce que personne n'a jamais pu faire. King demande alors au Tobiropo de faire une pause pour la querelle interne et que la récompense qui avait été promise pour celui qui attraperait Yamato n'était plus d'actualité. Il continue en ajoutant que Kaido était sur le toit et que les rebelles décideraient d'y monter en escaladant l'intérieur du château et que les Tobiropo devaient les en empêcher et ce en utilisant la manière qui leur convient le mieux et qui leur plaît. Il ajoute également de ne pas les sous-estimer, montrant que King a une certaine estime de l'équipage des Mugiwara et de leur force. À la fin de cette discussion, Uzu apparaît derrière X-Drake et lui demande de l'aider à tuer celui qu'il souhaite tuer. Et il ajoute le nom de Queen. X-Drake agit comme un Tobiropo fidèle à Kaido et dit à Uzu de ne pas le mêler à ses affaires, et surtout dans un moment pareil, il ne faudrait pas diminuer la force qu'ils ont. Même si Uzu dit que Queen est un boulet, X-Drake reste sur sa position de ne pas avoir envie d'y aller. Quant à Hawkins, il continue de faire ses prédictions avec ses cartes. Sur la scène du château, les rebelles combattent les ennemis, et principalement ici on voit les anciens sous-fifres d'Orochi qui combattent et qui empêchent les rebelles de rentrer à l'intérieur du château, mais les alliés ne reculent pas, disant aux Mugiwara qu'ils vont ouvrir un chemin et de ne pas agir pour ne pas gaspiller leur énergie. Un moment personnellement qui me donne des frissons et qui fait plaisir à lire parce qu'on ressent à travers leurs paroles la dignité et l'honneur des samouraïs et surtout le respect et l'admiration qu'ils ont pour l'équipage des Mugiwara. Tandis que Goki, l'un des Numbers, décide d'attaquer avec sa massue géante les alliés, Zoro intervient et coupa son arme en deux. Luffy s'empresse de courir vers le Number avec le sourire en disant aux rebelles qu'ils ne font pas le poids. Jinbei arrête également le bout de l'arme de Goki qui allait tomber sur les rebelles. La page suivante nous met en avant un Luffy qui nous remémore des souvenirs.
en disant que si Goki est vraiment comme Oz, à l'époque tous les Mugiwara avaient dû s'y mettre ensemble pour essayer de le battre, mais maintenant les choses ont changé. Luffy utilise alors le Gear 4, ce qui fait penser aux divinités Mio à Hyogoro le Fleuri. Les Mio sont des divinités dans le bouddhisme qui combattent les démons et ils sont les rois de la clarté, de la connaissance et de la sagesse. Luffy se dirige alors vers Goki, mais un autre number, Juki, apparaît également, ce qui a l'air d'inquiéter les samouraïs. En tournant la page, on pense alors voir une attaque et principalement un Gomu Gomu no Elephant Togen pour one-shot les deux numbers, seulement Oda nous prend à revers en nous montrant X-Drake blessé à terre devant Queen et Uzu. Tandis que X-Drake demande alors ce qu'il se passe, Queen lui dit alors que c'est à lui de lui poser cette question et lui demande quelles sont ses vraies intentions. Uzu ajoute alors qu'ils ont vu X-Drake laisser Law s'échapper lorsqu'ils étaient à la Flower Capital. Hawkins lui demande alors pourquoi il a fait ça, et X-Drake comprend alors que Queen l'avait lui-même pris pour cible lorsqu'il parlait de vouloir tuer quelqu'un. Mais X-Drake est loyal, et même si les questions sur son appartenance à un groupe et ses intentions sont posées, il décide de ne pas y répondre et qu'il ne dira rien même s'il le tue. Il pense alors que c'est la fin pour lui, mais soudain, une explosion survint, et X-Drake tente alors de s'enfuir. X-Drake alors se demande quoi faire, fuir ou rester ici. Il affirme alors avoir toujours un espoir. En tentant de s'enfuir, il tombe sur Juki et l'attaque avec une technique qu'il appelle Calibur, faisant donc référence à la légende arthurienne, et ce, en même temps que Luffy utilise son attaque Konkogen pour mettre à terre Goki. Les deux numbers ont été alors vaincus en un coup des deux supernovas, ce qui choque tout le monde. X-Drake réfléchit alors au fameux espoir qu'il avait en tête et se rappelle de la phrase de Kobe qui admire Luffy et qui lui a dit qu'il était quelqu'un d'incroyable. Ainsi, X-Drake décide de parler à Luffy, il lui dit qu'il est un soldat isolé et lui demande la permission de combattre aux côtés de l'Alliance. Bien évidemment, on a droit à la tête mis en colère, mi-étonné de Luffy qui ne comprend pas vraiment ce qu'il est en train de se passer. X-Drake a ainsi officiellement fait sa demande pour rejoindre l'Alliance afin de combattre et de faire tomber Kaido, et ce au moment où personne ne s'y attendait. Malheureusement pour Hawkins, ce dernier étant amateur des probabilités, n'a pas encore choisi de changer de camp, mais selon moi, ça ne saurait tarder, ou du moins tant qu'il n'entre pas en combat contre quelqu'un de l'Alliance. On peut également noter que probablement la personne pour laquelle la probabilité de vivre le lendemain n'était que de 1% n'était nul autre que X-Drake. Hawkins savait au vu de sa réaction que Queen et Uzu viendraient pour attaquer X-Drake et c'est selon moi pour ça qu'il a lu les cartes sur les chances de survie de X-Drake. Et selon moi, Hawkins va se tromper comme il aura tort pour Zoro et Luffy car rappelons-le, en début d'arc il a estimé leurs chances de survie aussi à 19%. Et on sait, vu qu'ils sont les protagonistes de l'œuvre, que leur victoire sera assurée en fin d'arc d'une manière ou d'une autre. Pour moi, les probabilités de Hawkins ne prennent pas en compte les changements auxquels il n'aurait lui-même pas pensé. Ainsi, les chances de survie de X-Drake vont dépasser les 50% parce qu'il s'est allié à Luffy, et ce en prenant tout le monde par surprise. Et c'est pareil pour Zoro et Luffy. Selon moi, Hawkins n'a pas pris en compte leur potentiel power-up, d'où la faible probabilité de 19% de survie. Pour en revenir à Luffy, ce dernier a donc été comparé à un Mio, une divinité dans le bouddhisme. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur Fudo-Myo. Le Fudo-Myo est une divinité se tenant sur un rocher, signe de force, de fermeté et de détermination. Un point déjà qui met en avant la ressemblance avec Luffy, qui ressemble trait pour trait à cette description. Par contre, Fudo-Myo tient un sabre à la main droite et tient une corde dans la main gauche. Une chose que Luffy n'a pas, ou du moins la corde oui, on peut imaginer la fumée qui entoure Luffy dans sa forme Gear Force comme étant une corde. Bien évidemment, le physique et surtout le visage est la première chose qui a poussé Hyogoro à faire une comparaison entre les deux personnages, étant donné que Fudo-Myo a un air menaçant avec des yeux courroucés qui montrent la colère du personnage comme on peut l'apercevoir sur le visage de Luffy. Il faut savoir que dans la mythologie ou dans les légendes, Fudo-Myo devait se battre contre un démon, mais étant donné que l'issue du combat était incertaine, le démon se transforma en sabre et Fudo-Myo prit la forme d'un dragon, s'enroulant autour de l'épée et la détruit avec des flammes. Une comparaison qu'on peut donc imaginer avec une future transformation de Luffy qui aura une forme de dragon dans son Gear 4. Une dernière forme pour power-up et vaincre Kaido et avoir une force équivalente en se transformant en dragon également. Bien évidemment, Luffy ne va pas avoir une forme dragon totale comme c'est le cas de Kaido, mais il s'inspirera plutôt du Snake Man pour avoir toutes les qualités d'un dragon, comme les écailles et la peau dure et la possibilité d'utiliser les flammes à volonté. On le sait, Luffy est déjà capable d'utiliser des flammes comme on l'a vu avec son attaque qui rend hommage à Ace, Red Hawk. D'ailleurs, j'aimerais aussi noter que Fudo-Myo a une aura de feu qui l'entoure complètement. Ici, Luffy a de la fumée qui l'entoure, mais on pourrait penser à un power-up où il pourrait remplacer cette fumée par des flammes permanentes pour contrer Kaido qui utilise également des flammes grâce à son Zoan du dragon oriental. Pour la suite des événements, je m'attends à des combats mettant en scène les Tobiroppo comme King l'a demandé à ces derniers, et donc on pourrait avoir des combats intéressants comme Uzu versus Zoro, Sasaki versus Jinbei, Black Maria vs Robin en espérant que celle-ci soit de taille ou alors accompagnée de Nami, et ainsi de suite. Malheureusement pour Sanji dans ce cas, je ne le vois pas combattre Page One étant donné qu'il l'avait déjà one-shot, et donc je pense que Pepe n'est pas du niveau de Sanji, mais à voir.
Après, pourquoi pas, comme je l'avais déjà partagé, Who's Who contre Kid et Sasaki contre Law. Et maintenant X-Dray contre un Tobiroppo pour que Zoro, Sanji et Jinbei soient libres pour combattre également Queen et King. Par contre, il me semble presque improbable que Luffy n'ait à combattre personne pour le moment. Il peut foncer dans le tas avec les Mugiwara qui prennent chacun un ennemi. Mais ce sera compliqué. Si Zoro et Sanji sont alors occupés avec les Tobiroppo, je pense à une intervention potentielle de Marco quand Luffy sera confronté à King dans les airs. J'attends maintenant vos pronostics. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Il y a une pause la semaine prochaine, mais je vous ai déjà préparé 2 autres vidéos que j'ai hâte de sortir. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, on va notamment parler dimanche d'une récente révélation sur la mère de Luffy par Oda Sensei. Donc restez bien connectés et activez la cloche pour ne rien rater. Je compte sur vous comme d'habitude pour liker la vidéo avec votre acquis du likement. Et surtout, rejoignez-moi sur les réseaux pour ne rien manquer. Je vous montre bientôt mon décor sur Instagram et une photo où je serai cosplayée en Luffy. Sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye!